entre Giscard et Mitterrand, entre le programme de Giscard et le programme de Mitterrand, c'était un vrai choix de société. C'était des choses qui étaient vraiment fondamentalement différentes. Comment s'est passée la campagne référendaire de 92? C'était complètement délirant. C'est-à-dire, on faisait débattre à la radio des gens de droite et des gens de gauche, des responsables de droite et des responsables de gauche, mais qui appelaient tous les deux à voter oui. En affichant que c'était un débat pour ou contre l'Europe. Voilà, de Jacques Chirac. Ce qui m'a donné donc accès à vraiment l'État vu du plus haut, en fait, puisque, et notamment sur les questions internationales, j'ai par exemple, avec Gérard Longuet, accompagné François Mitterrand dans des déplacements internationaux. Quand je dis accompagné, on n'était pas 2500, on était quelques-uns, il y avait beaucoup de journalistes, mais les gens qui faisaient vraiment partie autour du président, on devait être moins de 10. Donc je l'ai accompagné pour un voyage officiel en Corée et au Kazakhstan, ce qui m'a permis d'abord d'avoir accès à tous les dossiers de plusieurs reprises, et j'ai eu la chance de faire la même chose avec un autre président, c'est-à-dire avec Jacques Chirac, puisque cette fois-ci j'étais au cabinet d'Hervé de Charette, comme je l'ai dit, et là j'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, dans plusieurs pays d'Amérique latine, voilà. Et puis comme j'étais au Quai d'Orsay par ailleurs, j'ai rencontré beaucoup de gens très très célèbres. Je fais pas ça, c'est pas la première, mais par exemple j'ai déjeuné avec Nelson Mandela, j'ai rencontré Jean-Paul II, j'ai dîné avec l'empereur du Japon, etc., etc. Ça fait donc, je n'en tire pas une vaine gloriole, mais j'en tire quelque chose qui est très très important, c'est que j'ai vu ce que c'était du plus haut niveau. Et je me plais à dire qu'en 2017, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle, ça n'est pas une forfanterie que de dire que j'étais celui qui était le mieux préparé pour être candidat à l'élection présidentielle, puisque personne n'avait mon pédigré. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est encore vrai. Je ne connais pas sur la scène politique française des gens qui ont cette expérience professionnelle d'avoir passé 4 ans de sa vie en cabinet ministériel, d'avoir rencontré tous les jours des chefs d'État, des chefs de gouvernement, d'avoir vu les débats au plus haut niveau planétaire, j'allais dire. Et ensuite, petit à petit, tout au long de mon développement de carrière, je me suis rendu compte bien, que la construction européenne était fondée sur des mensonges, sur des choses qui n'existent pas, sur une affectio societatis, comme on dirait, vous savez, pour parler des entreprises, c'est-à-dire un sentiment d'appartenance qui n'existe pas. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas développer des relations d'amitié, bien sûr, il faut. Mais quand on fonde quelque chose sur un mythe, ça part mal. Le programme de Mitterrand, c'était un vrai choix de société, c'était des choses qui étaient vraiment fondamentalement différentes. Pour vous, c'est les années 80 qui commencent à... C'est à partir des années 92, à partir de 86 avec l'acte unique européen, mais 92, c'est que notre entrée dans la construction européenne, avec l'adoption de l'euro qui s'est étalée donc sur 10 ans, a amené à rapprocher les politiques économiques, les politiques budgétaires des États membres. Il y a eu également dans ce traité de Maastricht, qui est un traité qui crée en fait une Europe fédérale qui ne dit pas son nom, mais c'est bien de ça qu'il s'agit, puisque ça change de nom. Il faut que les gens bien comprennent que jusqu'en 1992, on était dans ce qu'on appelait le marché commun, ou plus exactement la communauté économique européenne, qui, soit dit en passant d'ailleurs, était un mot qui avait été inventé par les nazis. Je pourrais vous montrer des quantités de textes où il était question de la communité économique européenne. Le sigle avait été... Le mot communauté économique européenne, c'est ce que proposait Adolf Hitler dans le cadre de la Nouvelle Europe, qui avait fait l'objet d'expositions d'ailleurs au Grand Palais à Paris en 1941 et 42. Donc, ça, la communauté économique européenne a disparu donc en 92 pour être remplacée par l'Union européenne avec un drapeau bleu aux étoiles d'or, etc. Et donc en fait, sans qu'on n'a jamais vraiment bien dit aux Français, on est entré dans une Europe fédérale, alors que les Français n'en voulaient pas. Et à l'époque, il y a cette anecdote que j'ai souvent racontée, mais que je veux raconter ici, puisque pour les gens qui ne connaissent pas, je déballe le truc. Donc à l'époque, je m'occupais pas, j'avais dit à mon ministre, à Hervé de Charette, j'avais dit, écoutez, il m'avait proposé de rejoindre son cabinet, et j'avais dit, écoutez, il m'avait proposé un poste formidable, parce que je m'occupais de l'Asie, de l'Amérique latine, de l'Océanie, et des questions économiques, ça en faisait beaucoup. Et il y avait d'autres membres de son cabinet qui s'occupaient de choses très importantes, bien sûr, comme par exemple l'OTAN, le dialogue Est-Ouest, la construction européenne, nos rapports avec les pays de l'OCDE, le Moyen-Orient, etc. Il y a aussi d'autres choses qui sont importantes. Mais j'avais quand même c'était The Empire on which the sun never sets, c'est l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Donc je lui avais bien dit que j'étais contre la construction européenne. Et il m'avait dit, mais ça n'a aucune importance, vous ne vous en occuperez pas.
il était assez attentif à l'idée d'avoir un inspecteur général des finances, c'est très rare au Quai d'Orsay, j'étais une exception, et de surcroît, parlant quand même un peu le japonais, ayant vécu au Japon et ayant beaucoup été en Chine, au Vietnam, etc. Donc ça m'intéressait. Voilà. Et donc je suis allé auprès de lui. Beaucoup de décisions venaient de Bruxelles. Et j'ai à l'esprit une anecdote que je raconte volontiers. Un jour, la personne qui était, je crois que c'est le directeur adjoint de cabinet, qui devait aller à une réunion interministérielle à l'Élysée pour préparer le voyage de Chirac à un sommet européen des chefs d'État et de gouvernement. Okay. Donc ça devait être vers 96 à peu près, l'automne 96. Il s'agissait de prélu, quoi. Oui, enfin un petit peu plus. Il a été élu en mai 95, donc c'était un petit peu moins. Et donc il y avait, le directeur adjoint de cabinet n'était pas là. Mon DIRCAB m'appelle, me dit bon François, machin ne peut pas y aller. Est-ce que tu peux le remplacer? C'est une réunion chez Jean-François Cirelli, pour ne pas le nommer, qui était le directeur adjoint ce conseiller pour les affaires économiques de Chirac. Mais moi, les questions européennes, j'y connais rien. Il me dit, c'est pas grave, de toute façon, voilà, t'as le dossier, prépare ça, c'est pour demain. Il y avait un dossier comme ça. Et moi, je vois ça, et il y a des choses qui m'énervent. Bon. Alors je savais que j'avais pour mission de dire rien faire. Mais alors je savais que j'avais pour mission de dire rien faire. Mais alors je savais que j'avais pour mission de dire rien faire. Mais c'est commun, le tarif extérieur commun. Et donc il s'agissait d'abandonner les quotas textiles, c'est-à-dire qu'il y avait vis-à-vis de la Chine, c'est-à-dire qu'il y avait des quotas qui empêchaient d'importer de Chine populaire, de matériaux à bas coût, en particulier sur les produits textiles, les chemises, etc. Et vis-à-vis de la Chine, c'est-à-dire qu'il y avait des quotas qui empêchaient d'importer de Chine populaire, de matériaux à bas coût, en particulier sur les produits textiles, les chemises, etc. Ça avait des conséquences très importantes, parce que la suppression de ça, les Chinois produisant à des tarifs extraordinairement bas, surtout à l'époque, maintenant ça c'est un petit peu... À l'époque c'était des tarifs extraordinairement bas, ça signifiait que si on supprimait les quotas textiles, on allait pouvoir avoir en France une espèce d'importation torrentielle de Chine qui liquiderait l'industrie textile française, ce qu'il en restait, notamment dans le Nord ou dans les Vosges. En tout cas à l'état civil, Marion Anne Perrine Le Pen est la benjamine des 3 filles de Jean-Marie Le Pen et Pierrette Lalanne. Son père, Jean-Marie Le Pen, que vous connaissez sûrement, a d'abord servi dans l'armée lors des guerres d'Indochine et d'Algérie, puis a fait carrière en politique. Il devient député, puis directeur de campagne, et participe à la fondation du Front National, dont il prendra la présidence pendant près de 40 ans, de 1972 jusqu'en 2011. Ce parti est créé à l'initiative de Ordre Nouveau, mouvement politique décrit comme nationaliste et néofasciste. Jean-Marie Le Pen fait de la critique de l'immigration son principal axe de campagne et permet au Front National d'émerger sur le devant de la scène politique. On est en juillet 1962. Après une guerre de près de 10 ans, les journaux annoncent l'indépendance de l'Algérie. Et à Paris, un homme fait les 100 pas. Cet homme, c'est un avocat de 34 ans qui a été élu député 4 ans plus tôt dans le camp poujadiste, un mouvement d'extrême droite. Le jeune homme est inquiet. Benjamin de l'Assemblée nationale, il soutient l'Algérie française. Son nom, Jean Le Pen. Enfin, depuis peu, il se fait appeler Jean-Marie Le Pen. Le jeune député, alors encore candidat, fait rajouter à l'état civil Marie à son prénom, sous les conseils de sa compagne, Pierrette. Le but, séduire une partie de l'électorat catholique de sa circonscription. Mais donc je disais, l'homme est inquiet. En effet, entre 1954 et 1962, une guerre éclate entre l'Algérie et la France. L'Algérie, à l'époque, est encore une colonie française. Mais en 1954, le Front de Libération Nationale, le FLN, un parti nationaliste, revendique l'indépendance du pays. En France, les camps sont divisés, avec d'un côté les pro-indépendance et de l'autre les partisans de l'Algérie française qui ne veulent rien entendre à ces mouvements décoloniaux. Le jeune député Le Pen appartient donc à cette deuxième catégorie. Alors, quand l'indépendance de l'Algérie est proclamée en 1962, pour lui, c'est une immense défaite. Il faut dire que l'Algérie, il la connaît bien. Il y a combattu dans le corps des parachutistes. Là-bas, le soldat Le Pen obéit aux ordres, même les plus atroces. Monsieur Le Pen, 5 témoignages précis et concordants vous accusent d'avoir torturé en Algérie. Que répondez-vous? 5 témoignages qui émanent d'agents étrangers du FLN, terroristes et tueurs les uns et les autres. Donc vous dites que c'est faux? Mais bien sûr! 23 ans auparavant, en 1962, il affirmait pourtant avoir torturé en Algérie parce que, je cite, il fallait le faire. Et pour revenir au bonhomme, politiquement, Le Pen est très proche de l'extrême droite française. Il traîne avec un certain Jean-Louis Tixier-Vignancourt, un fidèle du maréchal Pétain, pour qui il dirigera une campagne présidentielle en 1965. Et en parallèle de ses activités politiques, Jean-Marie Le Pen crée, avec 3 amis et associés, une société. Parmi eux, Léon Gaultier, un ancien Waffen-SS. Cette société, c'est la SERP, la Société d'études et de relations publiques, qui, comme son nom ne l'indique pas, vend des disques de musique. Et dans
dans cette entreprise, nous faisions beaucoup de choses nous-mêmes. Par exemple, ce disque sur les véritables chansons des hors-la-loi du Far West. Sur Hitler, sur Lénine. Alors ça c'est le folklore politique, je veux dire, j'ai fait comme cela les discours d'Hitler, les discours de Lénine, authentiques, n'est-ce pas? Les discours de Churchill, les discours de De Gaulle. Ben oui, mais c'est comme si on attaquait un éditeur de produire un livre de Staline. Un éditeur a pour mission de porter à la connaissance du public un certain nombre de faits. Et c'est la mission que j'ai faite, mais dans une grande ouverture d'esprit, puisque j'ai été récompensé du Grand Prix du disque pour un disque sur la Commune de Paris, j'ai fait les chants anarchistes, j'ai fait les chants royalistes, j'ai fait dans la musique militaire les chants de l'armée allemande. Alors les années passent, Marine Le Pen est élève au lycée Florent Schmitt de Saint-Cloud, et alors qu'elle a 17 ans, comme beaucoup d'ados ou d'enfants de son âge, ses parents décident de se séparer. Sauf que là, l'événement prend une tournure médiatique assez traumatisante. Les deux ex-époux polémiquent par voie de presse. Pierrette Le Pen accuse entre autres son ex-époux d'antisémitisme. Interrogé par le magazine, et c'est très étonnant, Playboy, Jean-Marie Le Pen, qui refuse de payer une pension alimentaire à son ex-épouse, répond publiquement si elle a besoin d'argent, elle n'a qu'à faire des ménages. Pierrette Le Pen, la mère de Marine donc, réagit alors en acceptant la proposition du magazine Playboy de poser en tenue de soubrette quasiment nue. Les photos paraissent dans le numéro 23 du magazine sous le titre « Madame Le Pen fait le ménage ». Marine Le Pen, alors adolescente, se dit scandalisée par le comportement de sa mère et déclare « Après ces photos, nous ne pouvons plus la considérer comme notre mère, c'est pire que de la perdre. Vraiment. Une mère, ça fait partie d'un jardin secret, pas d'une décharge publique. » Marine Le Pen